Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Olga Tchirko, une femme qui crème l'écran sur YouTube et Instagram. Elle donne des conférences partout dans le monde, propose des formations en ligne, des livres. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'elle s'est inventée une place qui n'existait pas dans le monde professionnel. Elle a créé le job de ses rêves. Olga, lire le vrai du feu, c'est ton métier. Comment as-tu découvert la puissance du non-verbal? D'abord, je te remercie de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être devant toi et ton magnifique sourire. Et comment j'ai déconnu le non-verbal? J'ai connu le non-verbal par hasard en achetant un livre sur la gestuelle pour les vacances. Et je me souviens du coup de foudre massif que j'ai ressenti en lisant ce livre. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. J'ai décidé de me renseigner. J'ai vu qu'il y avait des formations sérieuses, parce que ce n'est pas le cas de toutes les formations. Elles étaient au Canada et en Suisse. J'ai démarré en Suisse ma formation qui a duré 3 années, un week-end par mois pendant 3 ans. Et ça a été une sacrée décision de décider de casser la tirelire pour se former alors que j'avais un travail, j'avais des enfants, ça n'empêche pas, mais j'avais une situation. Et n'as-tu pas eu parfois le sentiment de jouer les apprentis sorcières? Alors, tu sais, c'est drôle ce que tu dis, parce que parfois, on a cru que je lisais dans l'esprit, tu vois, dans la tête des gens. Il y a même des policiers qui m'ont raconté des secrets, parce qu'ils étaient convaincus que je les connaissais déjà. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Évidemment qu'on ne lit pas dans la tête des gens. Heureusement. Ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose de fumeux, c'est que de l'observation. C'est une discipline. Ce n'est même pas une science, c'est une discipline. Et ça s'apprend petit à petit. Voilà. Et d'ailleurs, tu as travaillé auprès de la police judiciaire pendant plusieurs années. Qu'as-tu retenu de cette expérience? Oui, ça a duré 8 ans, de manière ponctuelle. Hein. Je précise, ce n'est pas 8 années à temps plein. J'ai frappé à toutes les portes et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai atterri. Enfin, j'ai fait un entretien de 5 heures, ça tu ne le savais pas. Un entretien de 5 heures à l'issue duquel on m'a proposé un contrat à 11 € de l'heure. Hein, donc j'étais très riche à l'époque pour donner des formations à des enquêteurs et participer à des enquêtes. J'ai perdu le sens de ta question, Virginie. Je ne sais plus, c'est pas grave, désolée. Je te demandais ce que ça t'a apporté. Ah oui, très intéressant, merci. Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté beaucoup de crédibilité et d'assurance en moi, parce que des gens qui étaient à la base très sceptiques sur le non-verbal, parce que ce n'est pas un élément de preuve, m'écoutaient, m'appréciaient et me respectaient. Et ça m'a appris aussi les limites du non-verbal, que je ne pouvais pas tout savoir, justement, et que je n'étais que dans l'observation, et c'était déjà beaucoup, mais que je devais rester à ma place. Je n'étais pas mentaliste, comme dans les séries télé. Et d'ailleurs, cette découverte du non-verbal a été l'occasion pour toi de faire un énorme virage de ta vie. Comment ça s'est passé? Ça a mis quelques années. Rien n'arrive du jour au lendemain. Il faut quand même le dire à ceux qui ont envie de se lancer. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour le non-verbal. J'ai décidé que je vivrais du non-verbal, quoi qu'il arrive. C'était une évidence. Donc, je me suis formée. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai fini par démissionner. Petit à petit, je croyais que le monde entier m'attendait. Et je me rendais compte au fur et à mesure que personne ne m'attendait. Donc il a fallu doucement aller sur les réseaux sociaux, faire un site internet, rencontrer tous les gens qui souhaitaient me rencontrer les gens des autres, enfin tu vois, un ami d'un ami d'un ami, et voilà, les choses se sont faites petit à petit. Et donc, si on comprend bien, tu as créé ton métier? Oui, vraiment. Oui, parce que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, je veux vivre de ça. Mais
tout de suite, j'avais conscience qu'il n'y avait pas de métier, il n'y avait pas de poste. Quand tu regardes, tu cherches un travail, il n'y a pas de poste pour un expert en communication non verbale. Surtout qu'en France, on a l'impression que c'est une pseudo-science qui ne sert pas à grand-chose, alors que toi et moi, on sait, et toi, tu es bien placé pour savoir à quel point le langage du corps est important pour comprendre un message. Absolument. Voilà. Et donc, tu sais, je fais une parenthèse, donc voilà, j'ai déjà perdu le... Je fais une parenthèse. Tu sais qu'on a fait une étude et on sait que quand on coupe le son de la télévision, les gens réussissent à comprendre plus l'authenticité de la personne que si elles écoutent. Donc toi, tu dois être très bien placé pour comprendre la cohérence du non-verbal. L'authenticité. Exactement. Oui, de la personne, absolument. Et d'ailleurs, Olga, comme moi, et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontrée, tu es conférencière, et tu apportes énormément auprès des chefs d'entreprise, des dirigeants, des managers. Est-ce que tu peux me faire toucher du doigt sur ce que tu leur apportes? Alors déjà, je trouve que j'ai énormément de chance de faire ce métier de conférencière parce que c'est un vrai plaisir d'être sur scène et de partager mon savoir. Pour les dirigeants, tous ceux qui participent à mes conférences, je leur ouvre les portes de cette communication tu sais, primitive, animale, qu'ils ont en eux, mais qu'ils ont perdu au fur et à mesure de l'éducation. Alors, pour les dirigeants, les managers ou les gens qui recrutent en négociation, ça permet aux gens d'être meilleurs parce qu'ils sécurisent leur prise de décision, ils sont plus fins dans leurs observations. Donc, ils savent quand on leur raconte des salades et aussi, ils peuvent prendre conscience de leur propre langage, non pas pour tromper, mais pour se rendre compte de ce qu'ils peuvent émettre comme message qui pourrait desservir peut-être leur cause. Et alors à ce moment-là, tu travailles finalement l'intérieur pour être meilleur à l'extérieur. Et quelle est pour toi la question qui revient le plus souvent à la fin de tes interventions? La question qui revient le plus souvent, tiens, je me gratte la tête parce que je cherche une question, c'est ah oui, comment il faut faire pour être impactant? Comment je dois faire pour être convaincant? Et souvent, la réponse déroute, mais c'est la réalité. Pour convaincre, tu dois être convaincu. Tu vois, il faut travailler ton mental, ton état d'esprit, être présente, t'intéresser véritablement à la personne. Et c'est à ce moment-là que tu libères tes gestes et que tes gestes sont bons. L'idée, c'est pas de tromper quelqu'un, c'est d'être bon en communication. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, ça n'a absolument rien à voir avec tes postures à adopter pour donner l'illusion d'eux. Non, moi je n'aime pas cette école-là qui prétend aux gens de faire semblant de faire des gestes. Tu peux prendre conscience de tes postures et de travailler ton stress, de travailler ton manque d'aisance, ton trac, etc. Mais l'idée, c'est pas de tromper. Quand tu sais, il y avait un politique, c'était François Hollande, qui, lorsque il était en discours, il écoutait probablement des coachs en communication et faisait des gestes amples et hauts. Ces gestes amples et hauts sont souvent le signe de dominance, d'être bien dans sa peau, bien maîtriser son discours, etc. Sauf que lui, il ne le ressentait pas comme ça. Si on l'avait laissé tranquille, il aurait été meilleur. Alors que là, il ressemblait à quelqu'un qu'il n'était pas. Et du coup, les médias et les gens ne s'y trompaient pas. Ils disaient que c'était un peu comme un pantin, une marionnette, etc. Et il y a par hasard des gestes sur lesquels on a des idées préconçues qui nous trompent de leur interprétation. Énormément, énormément. Par exemple. Je savais que tu allais me dire, par exemple, il y a plein d'idées reçues. Il y a des idées reçues sur les croisements, par exemple, de jambes. On dit, ne croise pas les jambes en entretien, on va croire que tu es fermé. Tu vois, c'est tenace. Alors que
tu as peut-être les jambes croisées. Moi, je les ai croisées parce que c'est confortable, parce qu'on a appris aussi à être les jambes croisées, parce que nous sommes des femmes et par éducation de génération en génération, on nous a dit « n'aie pas les cuisses ouvertes ». Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Ce qui n'empêche que le croisement des jambes, au moment où il se fait et avec le contexte, peut indiquer le fait que quelqu'un est OK avec toi ou qu'il s'éloigne de toi. Mais on ne peut pas dire « ouais, le croisement, c'est une fermeture ». C'est faux. Tu as les mouvements de nez, tu m'as parlé d'idées reçues. Les mouvements de nez, on pense souvent, oui, nez égale mensonge. Ça, tu vois partout sur les réseaux sociaux. Or, tout dépend du contexte. Le nez, c'est fait pour sentir. Tu sens bien quelque chose ou tu ne le sens pas. Là, je le sens bien, tu vois. J'agrandis mon nez, je favorise un peu, en imageant, je favorise les choses. Quand tu me demandes, quand tu me poses une question, si j'ai besoin de réfléchir, de me concentrer, je peux faire ça. Si tu me poses une question que je ne sais pas vraiment comment, là d'ailleurs je doute, tu vois, je ne sais pas comment faire, ou je ne sais pas trop, je ne le sens pas trop, je peux faire ça. Mais si moi je te réponds, Virginie, comment on pourrait faire? Je me pose la question, je n'ai pas encore la réponse. Ce geste est cohérent. À aucun moment, il veut dire mensonge. Et voilà. Donc, le pire dans le non-verbal, c'est de croire qu'on sait tout, c'est d'être formé à la va-vite et c'est de faire des raccourcis. D'accord. Nez égale mensonge. Et là, c'est une catastrophe parce que c'est faux. Donc oui, les idées reçues, il y en a plein. Et par rapport aux cultures, aux pays, est-ce qu'il peut y avoir des différences dans le non-verbal? Oui, bien sûr, il y a des gestes culturels. Moi, je traite plutôt les gestes universels. Tu vois, ceux de la nature humaine. Donc, il y a 90% des gestes sont universels, en vrai. D'accord. Par contre, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu sais, aux gestes oculaires, aux axes oculaires. Des fois, on dit, oui, quand il regarde à gauche, quand il regarde à droite, en haut, en bas, ça veut dire ce... Hein? Ça, on s'est rendu compte il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, qu'on regardait à gauche ou à droite selon qu'on parlait du passé ou du futur, d'un événement, tu vois, qu'on avait vécu ou non, selon le sens de l'écriture. C'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire qu'avant, on pensait qu'on regardait à gauche pour le passé, d'accord, et à droite pour le futur, à cause de nos hémisphères cérébraux. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans puisque c'est faux. En fait, si tu as appris à écrire de gauche à droite, tu as appris finalement que la gauche était ton départ et la droite la suite. Et tu as engrammé finalement dans ton espace-temps le curseur comme ça. Mais tous les gens qui ont appris à écrire de droite à gauche, eh bien, c'est l'inverse. Ah oui. Alors, c'est quand même très important, surtout, c'est sûr. tu vois, quand tu cherches à détecter la vérité, l'authenticité, de connaître la réalité de la lecture du geste. Oui, les cultures, le sens de l'écriture a modifié certains gestes. D'accord. Ah, mais c'est passionnant tout ça. Ah oui, c'est passionnant, j'adore. Et que tu aurais, par exemple, un dernier cadeau pour les personnes qui, comme moi, ont envie d'en savoir un petit peu plus? Bah, écoute, tu sais, il y a un geste que j'aime particulièrement. C'est le geste qu'on appelle d'élévation, d'éléfaction. L'élévation par satisfaction. Tu sais, quand on est content, quand on est heureux, quand on est fier, on a tendance à se lever. Donc, quand les gens sont debout, ils vont... avoir un léger mouvement vers le haut, ou quand on est assis, tu vois, on va faire comme ça, pas changer de fesse, mais voilà. Et je trouve que c'est joyeux comme geste, parce que quand tu vois quelqu'un qui est content, qui est satisfait, tu vois, il va faire un petit truc comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est quand tu le vois de quelqu'un qui n'a pas l'air, tu vois, qui fait le faux modeste. Et j'adore ça, quand je vois quelqu'un qui dit « Oui, j'ai une petite voiture. » et qui se lève, tu vois. Et là, tu es sûr qu'il a en fait une grosse voiture et que pour lui, tu vois, c'est important. Ça, c'est drôle. Merci beaucoup, Olga. C'était vraiment passionnant. Merci à toi. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite.